Bonjour à tous, dans cette présentation, je vais donc introduire trois classifications psychiatriques, le DSM, le projet des Research Domain Criteria, ou RDoC, et puis la taxonomie hiérarchique de la psychopathologie. Alors il faut concevoir que les principales entités qui sont intégrées à ces classifications, eh bien on les appelle des classes, des catégories ou des troubles, et elles sont panachées, elles sont complexes. Elles ne sont pas comme des billes de couleurs qui pourraient se distinguer aisément l'une de l'autre. Et en fait, cette complexité rend justement la classification particulièrement difficile à élaborer, à structurer. Donc une principale question serait eh bien, comment on structure une classification psychiatrique étant donné que l'on a un panache de catégories et une multitude de symptômes ou de propriétés de ces catégories qui sont interdépendantes les unes les autres. Eh bien, quand on tente de faire des catégories, ça peut donner ça. On va finalement élaborer la première étiquette, un trouble factice ou la pédophilie, la pyromanie, et en faire une espèce de classe qui n'a pas de limite si définie, et on va se retrouver avec une classification qui est parfois difficile à manier parce qu'elle délimite, elle sépare, elle distingue un trouble d'un autre, alors que parfois ces troubles peuvent être entremêlés. Et donc ça fait penser par là que eh bien, la classification est quelque peu artificielle, et donc là on a le schizomètre de Marco Dercopeliada, qui en fait est l'œuvre de quatre chercheurs lacaniens, hein, qui eh bien, va tenter de mettre en opposition un trouble vis-à-vis d'un autre et dire que chaque patient peut s'intégrer à un trouble ou à un autre. Et en fait, la question de ça, et c'est bien représenté sur cette image, c'est qu'on met une étiquette sur un patient. Et le fait de mettre une étiquette, eh bien, ça peut avoir certains défauts, même si ça peut avoir certains avantages, et c'est tout l'intérêt de cette présentation, de montrer que les classifications, si en clinique, intuitivement pour le clinicien, ça peut paraître désuet, ou quelque chose d'ancien, ou quelque chose dont on ne se sert pas, ou finalement des catégories qui sont artificielles, ou qui sont mal détaillées, qui sont trop floues, trop larges, trop mal structurées les unes par rapport aux autres. Eh bien en fait, si on sort de la clinique, il y a quand même des utilités qui dépassent largement cette utilisation clinique. Et une des principales classifications correspond au DSM, Diagnostic Statistical Manual of Mental Disorders, le manuel statistique et diagnostic des troubles mentaux, et qui a une longue histoire qu'on pourrait faire remonter brièvement à la fin des années 1800. À ce moment-là se construit la CIM, la classification internationale des maladies, quelques années à la fin des années 1800, et on a une première classification, la CIM, qui cherchait à détailler l'épidémiologie des maladies, et puis petit à petit va intégrer des troubles mentaux. Et en fait, à la fin des années 1800, donc aux approches de 1900, on a vraiment deux courants qui pourraient être opposés pour simplifier. Un courant kreplinien. Kreplin prône une approche basée sur les symptômes qui se regroupent en syndrome, et une approche freudienne avec vraiment la recherche d'une étiologie, la recherche d'une éthiopathogénie, c'est-à-dire de trouver des fondements psychologiques aux troubles mentaux. Et on a ces deux approches, l'une qui est la deuxième basée sur l'introspection. Freud va essayer de chercher des nœuds qui sont cachés au sein de chacun pour essayer de dévoiler à quoi ressemble le présent en regardant le passé. Et finalement, on a une approche kreplinienne qui ressemble à une approche descriptive qui pourrait être dite de laboratoire, en tout cas basée sur des données, et qui cherche à créer des troubles en regroupant des symptômes. Et donc le DSM a été nommé d'une certaine manière approche kreplinienne ou néo-kreplinienne, même si les fondateurs et les architectes du DSM, dans sa troisième version du moins, ne se considèrent pas comme tels, tout simplement parce qu'ils n'étaient pas des experts de Kreplin. Et donc on a un programme de recherche qui utilise des techniques qui sont avant tout statistiques pour cerner les troubles psychopathologiques. Statistiques parce qu'il y a eu un ensemble de critères qui a été défini, je vais y venir rapidement, et l'idée était de mener des études permettant de valider le fait que ces critères puissent constituer des troubles et permettre de bien couvrir la population qu'elle est censée couvrir. Donc on a un regroupement de symptômes en syndromes au sein du DSM, et ces syndromes forment des catégories. Et chacune de ces catégories va former un trouble, et l'ensemble de ces troubles va former le DSM. Et donc, dans les années 70-80, on a plusieurs facteurs qui ont permis l'extension et l'expansion du DSM. Premièrement, l'influence de la psychanalyse qui s'estompe, mais aussi de nombreuses écoles théoriques. Donc,
Il faut savoir que si on a plusieurs courants qui parlent du même objet, donc plusieurs courants de sciences, plusieurs courants médicaux, plusieurs manières de voir le monde, plusieurs perspectives, points de vue, eh bien c'est difficile de converser entre cliniciens et entre scientifiques, voire avec le grand public. Et donc, en même temps que ça, il y a des hypothèses qui se font, plus côté recherche, causalité, mécanisme descriptif, et puis des traitements. C'est vraiment une ère où bien, le traitement va être mis en avant, le traitement pharmacologique, avec, à côté de ça, quatrième point favorisant l'extension du DSM, une érosion de la crédibilité de la psychiatrie, puisqu'il n'y a pas de test empirique. Et puis en 72, l'expérience de Rosenhan, l'idée que certains patients auraient été diagnostiqués comme ayant un trouble psychiatrique et finalement étaient des entre guillemets faux patients, ou en tout cas des acteurs ayant joué un jeu. Et malgré le fait que cette méthodologie était critiquée, notamment ici par Suzanne Cahalan, il y a quand même eu un vrai revirement après cette expérience de Rosenhan. Alors il faut comprendre que le DSM s'est construit différentes étapes, DSM 1, DSM 2, dans l'après-guerre, était vraiment basé sur des descriptions plus narratives, donc un prototype d'un patient, on donnait l'exemple d'un patient typique, et puis cette catégorie-là représentait, cette description-là représentait les autres patients. Et puis à partir du DSM 3, on va élaborer une approche basée autour de critères. Donc c'est une approche critériologique, et ces critères décrivent la psychopathologie, décrivent ce que le clinicien voit. Et donc c'est une approche descriptive critériologique. Et ces critères, c'est Feiner qui en 72, avec quelques auteurs, propose une liste de critères pour 15 troubles qui s'appuie sur cette méthode descriptive avec vraiment une approche qui est basée sur l'histoire de la discipline, puisque l'idée de prendre des critères, ça vient d'autres maladies comme la polyarthrite rhumatoïde. L'idée d'opérationnaliser ces critères, c'est-à-dire vraiment d'en faire des critères qui permettent d'être manipulés, eh bien, ça vient de philosophes comme Hempel, et puis au fond, les critères eux-mêmes, le contenu des critères vient de l'histoire de la discipline. Rien n'est inventé, on n'invente pas le fait que dans la dépression, il y a de la tristesse, de l'humeur, plus ou moins une part d'anxiété, de l'insomnie, de l'anédonie, c'est-à-dire la perte d'envie de faire les choses. On se base sur ce que les précédents cliniciens ont dit dans l'histoire de la discipline. Et donc on a comme ça un consensus d'experts, au moins sur une quinzaine de troubles, et avec là un article qui a beaucoup d'impact avec Feiner, et puis pourtant peu de validation empirique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de recherche pour élaborer ces critères. Par contre, au niveau des critères diagnostiques de recherche qui s'élaborent en 78, là on a vraiment plus de troubles qui sont analysés, et ces critères, ces RDC, Research Diagnostic Criteria, sont reliés à Epidemiological Catchment Area, c'est-à-dire une énorme enquête épidémiologique où on met de côté le clinicien et on va vraiment interroger la population américaine autour des différents troubles et autour des différents critères. Et donc là, on va élaborer également l'idée de critères monothétiques ou polythétiques, c'est-à-dire de critères qui sont obligatoires ou non obligatoires et qui doivent être présents à un certain nombre ou pas. Par exemple, pour la dépression, il faut qu'il y ait au moins une tristesse de l'humeur ou une anédonie, un de ces deux critères, donc des critères qui sont monothétiques. Et puis au moins 4 autres critères qui sont dits polythétiques, c'est-à-dire qu'ils peuvent ou non être présents et en plus ou moins grand nombre. Il faut qu'il y en ait au moins 5 pour la dépression. Et donc ces critères opérationnalisés sous l'influence de Hempel, on va dire qu'il faut qu'ils renvoient à un vocabulaire scientifique précis et puis qu'ils soient opérationnels, c'est-à-dire maniables. Et donc là, on a au niveau du DSM-3 qui est donc créé et qui est publié en 1980, une perspective qui se veut athéorique. On a regardé à quoi ressemblait la psychopathologie, mais on n'est pas fondé sur, il faut le dire, une perspective psychanalytique. Et en fait, l'idée de parler d'athéorisme n'est pas de mettre de côté complètement les étiologies neurobiologiques, donc c'est un peu, on va dire, un faux ami, où finalement l'athéorisme renvoie à l'apsychanalytisme. Et donc on accueille des multiples perspectives dans cet athéorisme, une forme de laïcité pour la classification. Et donc on a des critères qui sont descriptifs plutôt qu'étiologiques et qui sont voués avant tout à augmenter ce qu'on appelle la fiabilité, c'est-à-dire la stabilité des décisions cliniques entre experts et dans le temps, parce qu'il y a une bonne entente, une bonne communication entre les experts. Donc ces critères qui renvoient, ou ces troubles sont eux-mêmes fiables parce qu'ils permettent cette communication et donc cette stabilité. Et on espère, après ça, développer une forme de validité, c'est-à-dire vraiment de renvoi à une réalité clinique ou à une réalité scientifique, indépendamment des chercheurs, et cela serait lié à la fiabilité. En tout cas, c'est un des espoirs qui est lancé à ce moment. En fait, le DSM-3, à l'époque, n'était pas formulé pour une utilisation clinique, mais vraiment pour la recherche au départ. Et puis, il y a des versions successives du DSM qui sont victimes de leur succès, on pourrait dire,
avec des conséquences sur le DSM-3 après le DSM-3 qui sont non anticipées. Et donc on s'aperçoit qu'il y a quand même des limites à cette approche du DSM, que sont notamment la réification, c'est-à-dire que on avait proposé des critères descriptifs d'à quoi pouvait ressembler la symptomatologie de certains patients pour guider le clinicien et le chercheur, et puis on s'aperçoit que ce qui est devenu la psychiatrie, ce qui est un trouble, c'est cet ensemble de critères. Donc la réification, c'est qu'on a on a créé un objet du monde à partir d'une description clinique. L'hyponarrativité est une des limites qui peut être citée, et de dire que entre parler pendant 1h30 à un patient et relever 9 critères pour la dépression, on n'a pas la même efficacité, on n'aura pas la même lecture de à quoi ressemble le patient, et donc n'utiliser que le DSM peut être particulièrement dangereux. Et puis la validité, du coup, était vraiment espérée. Est-ce qu'avec des critères qui sont fiables, sur lesquels tout le monde s'entend ou devrait s'entendre, est-ce qu'on se rapproche vraiment, entre guillemets, d'une réalité clinique? Et ça, c'est une question qui reste ouverte. À côté de ça, quelques années plus tard, dès 2009, les Research Domain Criteria constituent un projet également de l'Institut américain pour la santé mentale, le NIMH, et qui propose une feuille de route pour une psychiatrie de précision. Alors là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que globalement, on va développer une psychiatrie basée sur un ensemble de marqueurs qui sont objectifs et qui, pour le coup, sont basés avant tout sur des données probantes issues de la neurobiologie et dans un objectif de validité. Donc, avant tout, on va rechercher la validité. Donc on a une matrice pour la recherche, puisque les RDoC correspondent à une matrice avec en colonne des échelles du vivant, ça va des gènes aux mesures autorapportées, et puis en ligne on a différentes fonctions, on a différentes fonctions cérébrales, notamment cognitives, qui sont organisées en construits et sous-construits. Et donc c'est pas des catégories cliniques, mais des construits dimensionnels, c'est-à-dire qu'au sein de chacun d'eux, par exemple le système de peur, de récompense, on va avoir certains gènes ou certaines molécules qui sont plus ou moins présentes. C'est pour ça qu'on parle de dimensionnalité. Et donc là, il y a une validité de construit qui est mise avant tout en avant, une validité de construit, c'est que la validité d'un test, qui permet donc de mesurer ce genre de mesure, pour Cronbach-Emil, elle pourrait être apparentée à la validité d'une théorie scientifique, et une validité d'une théorie scientifique, ça reposerait sur des régularités ou critères qui sont formels, certains schémas. Donc les RDoC, oui, il y a un retour, mais qui n'est pas si naïf aux neurosciences, puisque ce n'est pas sur des bases neurophysiologiques qui chercheraient à justifier les catégories diagnostiques du DSM. Donc on n'a pas pris des catégories, des ensembles de critères descriptifs qu'on voudrait valider en les justifiant par des hypothèses neurobiologiques. Pas du tout, on a fait table rase de ces catégories, et on s'est servi d'éléments, des données probantes, d'évidences issues de la recherche pour construire cette matrice. Alors, on pourrait dire que c'est une position qui est pluraliste au sein des neurosciences elles-mêmes. Un laboratoire de neurosciences étudiera plutôt la génétique, un autre laboratoire étudiera la connectomique, les relations entre les différentes aires du cerveau. Et puis, en fait, dans les RDoC, là, il y a vraiment une tentative d'unifier ces différents laboratoires, ces différents programmes de recherche, ces différentes manières de voir le cerveau, différentes manières de voir la psychiatrie. Et en même temps, c'est réductionniste parce que si on regarde la psychiatrie clinique, elle est faite de bien d'autres choses que les neurosciences. Donc il y a des enjeux d'intégration à niveau interdisciplinaire, mais qui sont quand même relativement limités, en tout cas ce qui prête à discussion. Alors cette intégrativité, en gros, ça veut dire est-ce que les RDoC peuvent être mêlés à la clinique? D'un côté, il y a aussi des mesures auto-rapportées. Donc les RDoC sont aussi basés sur la clinique, et l'image de la neuropsychologie, on va pouvoir intégrer des différents éléments neurobiologiques dans la clinique. Voilà, c'est une des promesses. Et puis, à côté de ça, la place des RDoC dans l'environnement, est-ce que vraiment l'environnement est pris en compte dans les RDoC? C'est une question qui se pose. Et en fait, certains concepteurs des RDoC diraient, bah oui, c'est un vecteur à 3 dimensions, on a une matrice avec d'un côté des échelles du vivant, de l'autre des fonctions, et en fait, il faut comprendre qu'une troisième dimension, c'est le temps. Il y a une évolution dans le temps de ces unités d'analyse, par exemple de ces molécules, de ces gènes. Donc il y a aussi une intégration de l'environnement, puisque pour recueillir ces données, il a fallu se baser sur la neurobiologie qui elle-même est basée sur des expériences. Enfin, une troisième classification correspond à la taxonomie hiérarchique de la psychopathologie, ou Hierarchical Taxonomy of Psychopathology, la HITOP. Et là, loin de vouloir mettre de côté le DSM, il y a l'idée de garder
les catégories du DSM, de les raffiner en faisant des dimensions plus larges éventuellement, de prendre en compte certaines difficultés comme la comorbidité, l'hétérogénéité au sein du DSM, et en même temps de résoudre les problèmes d'applicabilité limite clinique des RDoC. Et donc il y a une classification qui est élaborée par un ensemble de psychologues qui s'inscrit dans une psychologie dimensionnelle qui donc vraiment a des racines particulièrement anciennes basées autour de l'idée que la psychologie est faite de dimensions continues, de continua, et en même temps d'une nosologie quantitative, c'est-à-dire de créer une classification, séparer les classes les unes des autres, en se basant sur les mathématiques et les statistiques, les similitudes et les dissemblances statistiques. Et donc, à quoi ressemble la HiTOP ? Eh bien, ce sont des dimensions, avec des continua, avec vraiment... qui ont été créés parce qu'il y avait un échec des catégories et parce qu'il y avait une plus grande utilité à ces continua, à ces dimensions. Et la question qui se pose est, est-ce que ce qui est dimensionnel, ce sont les classes ou ce sont les symptômes ? Est-ce que c'est... Bon, ça c'est une question un peu plus précise. Il est difficile de comprendre exactement ce qui est dimensionnel dans la HiTOP. En tout cas, on s'est basé sur la clinique. Et ça, contrairement au RDoC qui avait un véritable problème d'applicabilité en clinique, là, on est vraiment sur l'idée de recueillir des signes et des symptômes qui vont être regroupés de manière statistique. Et en fait, quand on fait un regroupement à minima, on retombe sur des catégories qui ressemblent à celles du DSM, mais on peut regrouper encore ces catégories et, par exemple, trouver de grands spectres, un spectre d'internalisation qui ressemble peu ou prou à la névrose, et puis un spectre d'externalisation qu'on pourrait rapprocher plus ou moins de la psychose. Donc on retombe comme ça sur des dimensions assez larges qui étaient évoquées par exemple en psychodynamie. Et puis c'est transdiagnostique parce que par rapport au DSM, il y a plusieurs catégories qui sont mises ensemble les unes face aux autres. Donc c'est une classification qui s'est présentée à sa sortie, une classification alternative pour la psychiatrie avec une méthodologie statistique et qui se base sur la psychométrie, c'est-à-dire qu'on va donner des questionnaires à des gens, on va regarder qu'est-ce qu'ils répondent et en fait s'il y a plusieurs critères qui sont retrouvés fréquemment ensemble, on va les mettre dans la même classe, on va les ranger dans le même panier. Alors il y a un problème à ça, c'est parce qu'on a rangé les critères les uns avec les autres parce que les statistiques le disaient et c'est pas pour ça que ça a une pertinence clinique. En même temps, quand on les range comme ça, il faut définir un seuil. Définir un seuil, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand on a une certaine intensité de symptômes, intensité de certains critères, il va falloir dire là, ça devient pathologique. Et puis, enfin, un problème d'acceptabilité. C'est pas parce qu'on a créé une classification qui, sur le papier, semble très engageante qu'elle va être particulièrement utilisée et acceptée dans la communauté scientifique et médicale. Alors on s'aperçoit que ces différentes classifications, ou on pourrait dire structures nosologiques, sont regroupées, donc, en tout cas connaissent une forme d'unité puisqu'elles ont des caractéristiques communes. On ne peut pas nier que chacune rassemble des entités et que par exemple des catégories ou des dimensions pour la HiTOP et puis que chacune de ces entités ou par exemple ces catégories contiennent un ensemble d'éléments, de briques structurelles comme par exemple tout simplement les symptômes. Et donc on a en effet des fondements empiriques qui sont présents dans ces différentes classifications, qui sont des fondements cliniques selon l'histoire du DSM, des fondements neuroscientifiques pour les RDoC ou statistiques pour la HiTOP, et en même temps certaines théories qui y renvoient. On essaie d'avoir une théorie la plus descriptive possible, et justement une forme d'athéorisme entre guillemets. On utilise des neurosciences pour les RDoC, et puis des théories de réponse aux items, c'est-à-dire qui permettent de classer les items ensemble d'une échelle de psychométrie, puisque la HiTOP est construite sur des échelles de psychométrie qu'on fait passer à des patients. Et donc il y a vraiment, on pourrait dire, une étiologie assez trouble qu'on essaie de nier dans le DSM, neurobiologique pour les RDoC et de forme de clustering, puisque les construits qui sont présents au sein des dimensions de la HiTOP, ce sont des ensembles statistiques qui ont été construits par cluster. Il y a l'idée de dire que certaines de ces catégories sont justement des catégories déterminées, délimitées les unes par rapport aux autres, alors que dans la HiTOP, ou même dans les RDoC, on a l'idée d'éléments qui sont dimensionnels. On peut avoir plus ou moins d'une certaine fonction, on peut avoir plus ou moins d'un certain symptôme au sein d'une dimension de la HiTOP. Et ces éléments dimensionnels, ce sont soit des symptômes, soit des unités d'analyse en fonction de la classification. Et puis on a aussi une intégration de la classification dans le paysage médical et scientifique contemporain avec l'idée que certaines sont uniquement des programmes de recherche alors que d'autres comme le DSM sont vraiment utilisés à grande échelle. Alors si on va un petit peu plus loin, il y a des caractéristiques communes qui ne sont pas uniquement liées à la structure de la classification mais aussi à
ce qu'elle renvoie en philosophie, par exemple, ce qu'on appelle les espèces psychiatriques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette entité qu'on classe? Ce sont des espèces qu'on dit naturelles quand elles dépendent d'éléments qui sont retrouvés dans le monde, indépendamment de la manière de les voir, donc des espèces naturelles que sont par exemple les animaux, les oiseaux, etc. Alors que dans la HITOP, ce sont des espèces cliniques, ce sont des ensembles de symptômes qui ont été recueillis uniquement dans un contexte particulier de la clinique et qui dépendent de certains patients. Donc on a vraiment là l'idée que ce qu'il faut considérer, ce sont les patients de manière vraiment la plus empirique possible et les caractéristiques qu'ils présentent. Il y a l'idée de variable latente, c'est-à-dire est-ce que ce sont les catégories qui forment les dimensions ou les catégories qui forment les symptômes lorsque ces symptômes sont regroupés ensemble, ou est-ce que c'est le regroupement des symptômes qui forment les catégories. Donc, un peu comme s'il y avait une flèche qui devait aller de catégorie à symptôme ou de symptôme à catégorie. On voit bien que dans le DSM, il y a vraiment l'idée de catégories qui sont prédéterminées et dedans on y insère des symptômes, on en enlève un quand on juge qu'il n'est pas assez pertinent ou on en rajoute un s'il faut. A l'inverse, dans la HITOP, il y a un ensemble de symptômes qui ont été regroupés ensemble et labellisés par la suite. Et donc on a vraiment un autre processus de construction du cluster. Il y a un certain style de raisonnement scientifique, donc ça c'est vraiment une manière de raisonner en science, qui est celle de classer pour le DSM, celle de se baser sur des expérimentations pour les RDoC, et puis celle d'utiliser les statistiques pour la HITOP. Et enfin, il y a un essentialisme particulier, donc c'est-à-dire que derrière les catégories, on a pour le DSM une forme de boîte noire, on imagine qu'il y a une dysfonction qui est derrière chaque catégorie, mais même si on ne la trouve pas. Alors que dans les RDoC, là très clairement, on trouve des éléments structurels, neurobiologiques, et c'est uniquement statistique dans le cas de la HITOP. Voilà, donc là c'est vraiment l'exemple de trois espèces selon une approche descriptive des catégories, des dimensions pour les statistiques et pour les neurosciences des essences biologiques. Merci pour votre attention.